Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour les premières vidéos de correction de sujets de brevet. Je vais corriger aujourd'hui l'épreuve de sciences, donc du coup, enfin l'épreuve de physique-chimie bien sûr, qui est tombée cette année en 2023 en Amérique du Nord. Et on va essayer de voir un petit peu comment fonctionne ce sujet-là. Toujours pareil, évidemment, je le mets en même temps. Comme il y a quand même beaucoup de documents, je vais devoir un petit peu, pour que ça rentre dans la vidéo et que vous puissiez me voir en même temps, je vais devoir serrer un petit peu tout ça. Donc ça va pas forcément être facile pour vous pour bien suivre. Bon, je vais essayer d'écrire un maximum tout ce que je vois, comme ça vous pourrez mieux le voir. Donc le sujet, comme d'habitude, c'est 30 minutes. Vous avez 25 points. Généralement, vous avez entre 6 et 8 questions. La plupart, au moins la moitié, sont normalement très simples. Et il y en a une ou deux qui est un petit peu calculatoire. Voilà en gros ce que vous devez retenir. Il y a plein de documents. N'hésitez pas à lire assez rapidement ces documents parce que vous allez y repasser du temps dessus. Si vous les lisez pas trop, si vous préférez vous mettre dedans parce que ça vous rassure et passer un petit peu de temps, dans ce cas-là, prenez un petit stabilo et puis regardez un petit peu là où il y a des valeurs. Parce que c'est souvent les valeurs qui vont nous intéresser pour les calculs, vous imaginez bien. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une épreuve olympique du 400 mètres. On nous dit que l'épreuve olympique du 400 mètres est une épreuve d'athlétisme. Donc les coureurs parcourent un premier virage suivi d'une ligne droite, d'un second virage et d'une dernière ligne droite avant l'arrivée. Bon, c'est pas très compliqué. Vous avez simplement votre stade qui est comme ça. Donc on a bien ligne droite, virage, ligne droite, virage, ligne droite. Donc, voilà en gros ce que c'est. On vous découpe ça en deux. Voilà, afin de compenser les différences, donc ils doivent absolument rester dans leur couloir. Et en fait, afin de compenser les différences de distance parcourues, eh bien, on va les placer sur des départs décalés. Donc en fait, on va se rendre compte que le premier va partir ici, le deuxième va partir ici, le troisième ici, le quatrième ici. Plus vous allez en fait être loin du centre de rotation, plus vous allez être loin excentré si vous voulez, plus vous allez partir avec entre guillemets un avantage. Mais c'est pas le cas bien sûr. En fait, les quatre vont parcourir la même. Mais je pense que vous l'avez peut-être assez facilement. Parlons cercle. Si au premier ici, imaginons que ça c'est un cercle, d'accord? C'est pas une ellipse, c'est un cercle. Eh bien, ce coureur-là aurait ce cercle à parcourir. Le deuxième qui est là, puisqu'il est sur un couloir un petit peu éloigné, il aura un cercle un peu plus grand à parcourir. Donc du coup, vous voyez bien que comme il a un cercle avec un plus grand rayon, il aura un périmètre plus grand, donc du coup un tour plus grand. Donc c'est pour ça qu'on les fait décaler un petit peu pour éviter que justement il y en ait un qui ait moins de distance à parcourir. Ce serait de la triche, sinon ça n'a aucun sens comme épreuve. Ou alors il faudrait faire, il y a 8 coureurs, donc 8 courses différentes, c'est-à-dire on en fait partir un là, on attend un peu, on fait partir le deuxième toujours au même endroit, etc. etc. Ce serait un petit peu bizarre. Voilà, le signal de départ est donné par un juge. Positionné derrière les athlètes, des haut-parleurs placés derrière chaque coureur reproduisent simultanément le signal sonore. En gros, ils mettent une petite enceinte derrière chaque coureur pour reproduire le coup de fusil, enfin le coup de pistolet. Voilà, et ça s'arrête là pour notre document, donc il n'y a pas grand-chose. Première question, indiquez le nom de l'appareil permettant de mesurer la durée de la course d'un athlète. Un point. Qu'est-ce qui permet de mesurer un temps? Un chronomètre. Terminé. Question numéro 2. Parmi les relations suivantes, ça ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup ne pas vous donner exactement la formule, mais vous la faire choisir parmi 3. Parmi les formules suivantes, recopiez celle qui permet de calculer la vitesse. Bon est-ce que c'est V égale D sur T? Est-ce que c'est V égale T sur D? Ou est-ce que c'est V égale D fois T? J'en ai déjà parlé plus d'une fois cette année. J'espère que c'est clair, mais quand même au cas où. Déjà, je vous conseille de l'apprendre par cœur, celle-là, parce qu'elle est vraiment essentielle. Sinon, petit moyen assez sympa. Les distances, c'est des mètres. La barre ici de division, c'est une barre de fraction, celle-là. Et le T, c'est des secondes. Et vous lisez ça comme ça, mètre par seconde. Ça, comment ça se lit? Ça se lit seconde par mètre. Est-ce qu'une vitesse, ça se dit en secondes par mètre? Non. Et ici, j'ai des mètres fois seconde. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une unité qui serait des mètres fois seconde? Non. On dit bien des mètres par seconde, donc c'est bien cette unité-là. Voilà un petit moyen sympa pour la retenir au cas où. Mais bon, vraiment celle-là, elle est à connaître par cœur. Hop, voilà, ça c'est fait. Ça fait déjà 4 points. Et j'ai eu le temps de vous parler un petit peu. Je ne sais pas combien on est dans la vidéo là, mais franchement, c'est à peu près le temps qu'il vous faudrait aussi de votre côté. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Et sans même parler, en 1 minute, c'était fait. En 2021, aux Jeux Olympiques de Tokyo, la finale de l'épreuve féminine du 400 mètres a été remportée en 48,36 secondes. Ok, j'ai un temps. Et on me dit que c'est la finale du 400. Donc je sais qu'elle a parcouru 400 mètres. Et je sais que son temps de parcours, c'est 48,30. C'est pas anodin, les valeurs qu'on vous donne. N'oubliez pas de les écrire comme ça. Grandeur égale valeur unité.
Même pour vous, ça doit vous parler. Et posez-vous la question, pourquoi la question 2, c'était une question pour me faire trouver une formule? Certainement que c'est parce que la question 3, je vais en avoir besoin, tout simplement. Donc, je sais que j'ai mon D, je sais que j'ai mon T, qu'est-ce qu'ils vont me demander évidemment? Un calcul de vitesse. Alors, calculer la vitesse moyenne de cette championne lors de sa course. Ok. Eh bien, on est V égale D sur T. 1 point. 400 mètres divisé par 48,36. Je fais attention aux unités. J'hésite pas, s'il faut, à me rappeler de ça en mettant ça d'une autre couleur. Comme ça, je me rappelle que l'unité finale, ce seront donc des mètres par seconde. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on me demandait? Je fais attention? Est-ce qu'à tout hasard, on ne me posait pas la question en kilomètres par heure? Non, on ne me demande rien de spécial. Comme on ne me demande rien de spécial, je fais ce que je veux. Bah, le mieux, c'est de faire le moins possible, hein, vous imaginez bien. Vous faites 400 divisé par 48,36. 400 divisé par 48,36, peut-être quand même, je vais le faire pour une fois, puisque là, on est sur un sujet de brevet, donc si vous aussi vous le faites, ce serait bien d'être certain de vos résultats. Ça fait 8,27 mètres par seconde. Ok. Bon, ça ne me parle pas. 8, ça me fait penser à 10 mètres par seconde. Je multiplie ça par 4 quasiment. Ça fait 40 km par heure. Ok, là, ça parle un petit peu. C'est un petit peu moins en réalité, mais on est quand même sur de la bonne vitesse quand même de course. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. L'Institut national, au fait là, c'était 4 points. Donc on vient de faire 4, 5, 6, 7, on vient d'avoir 8 points. Vous avez 8 points en l'espace de même pas 10 minutes pour l'instant. L'Institut national du sport. Donc question 3. Question 4 a priori. L'Institut national du sport et de l'expertise, blablabla, a étudié en 99 les performances d'athlètes féminines sur 400 mètres au cours des 3 épreuves de niveau national, mondial, national et régional. Ok. Ils ont étudié les vitesses de chaque coureuse sur des intervalles de 50 mètres. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que vous avez votre course de 400 mètres, voilà, et ils découpent tous les 50 mètres la distance. Donc entre 0 et 50, entre 50 et 100, etc., etc. Et ils regardent la vitesse qu'ont chaque athlète au niveau mondial, national et régional. Ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, a priori, ça paraissait assez logique, les athlètes de niveau mondial ont globalement toujours la vitesse la plus élevée sur tous les intervalles. Sauf à partir de 300 mètres où là on voit qu'il y a même les nationaux qui deviennent plus forts que les mondiaux. Ok. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'entre 0 et 50 mètres, on a une vitesse aux alentours de 7,5 mètres par seconde. Hein, vous voyez sur le graphique, 7,5 mètres par seconde pour national. Puis après de 50 à 100, 9 mètres par seconde. De 100 à 150, un petit peu moins que 9. De 150 à 200, un petit peu moins que 8,5. Puis 8,2, puis 8, puis moins de 8. Bref, on voit quoi? On voit qu'en fait, la vitesse petit à petit, en fait, vous faites un truc très simple. Hein. Vous prenez tous les carrés, enfin toutes les formes d'une même forme, et vous les reliez, les points. Qu'est-ce que vous voyez globalement? Vous voyez qu'en fait, la vitesse diminue avec la distance. Logique, hein, d'accord? C'est un effort qui est très difficile à tenir dans le temps, une course de rapidité. C'est pour ça que la vitesse, elle diminue petit à petit. Qualifier à l'aide de 2 adjectifs le mouvement des athlètes. Je rappelle, un mouvement se qualifie toujours de toute façon avec 2 adjectifs. Je rappelle qu'un mouvement, c'est une trajectoire, et que c'est aussi également une accélération. Je rappelle les trajectoires, on en a 4. On a rectiligne, on a curviligne, on a circulaire, rectiligne, curviligne, circulaire. Bon, c'est déjà pas mal en fait. Rectiligne, curviligne, circulaire. Non, 3, ça suffira. J'allais dire, j'en ai dire d'autres, en fait, il en existe d'autres, mais ça suffira. Rectiligne, curviligne, circulaire. Une fois que vous avez ces 3 trajectoires-là, vous avez les accélérations. Les accélérations, il peut ne pas y avoir d'accélération, c'est-à-dire une vitesse constante. On dit dans ce cas-là qu'on est à accélération uniforme, comme l'uniforme à l'armée. Tout le monde porte le même. Et bien, l'uniformité, c'est quand? C'est tout le temps la même chose. Constant. Du coup. Uniforme, on a aussi accéléré. Bon, bah là, on a bien compris, hein, c'est que la vitesse augmente avec le temps. Et on a ralenti. Voilà. C'est que la vitesse diminue avec le temps. Ou décéléré, c'est vous qui voyez. Et il en existe une 4e que vous verrez plutôt en seconde, c'est uniformément accéléré. Passons, c'est pas le propos aujourd'hui. Et ben voilà, il suffit de mettre ça plus ça et vous avez vos 2 adjectifs. Donc vous voyez, la question est tournée un petit peu bizarrement quand même. Hein. Donc, bon bah là c'est assez logique, hein. Je fais du 400 mètres. Sur du 400 mètres, qu'est-ce que j'ai comme type de trajectoire? Alors par contre, le mouvement des athlètes lors des 100 derniers mètres, donc c'est-à-dire de 300 à 400 mètres. Alors de 300 à 400 mètres, c'est au moment où il faut remonter un petit peu dans le temps. C'est à quel moment sur ma trajectoire? Si vous regardez bien, je vous montre de toute façon en même temps là, mais si vous regardez bien, on vous dit que ça fait 100 mètres. Et ils partent d'où? Ouais, bon en fait, vous voyez la ligne d'arrivée, elle est là, sur le point de départ. Donc a priori, les 100 derniers mètres, bah, en fait finalement, ça va être ici, quoi, pour que ce soit logique. 100, 200,
300, 400. Donc c'est ça les 100 derniers mètres. Donc ça c'est quoi finalement? Ça c'est une ligne droite. Une ligne droite c'est quoi comme type de trajectoire? Rectiligne. Sur les 100 derniers mètres, je suis sur une trajectoire rectiligne. Je fais attention parce qu'en fait si j'avais été ici sur les 200 derniers mètres, j'ai du curviligne et après j'ai du rectiligne. Mais là là je suis que sur du rectiligne. C'est rectiligne. Comment est la vitesse? Alors regardons, attention, il faut les qualifier pour qui? Le mouvement des athlètes, donc visiblement de tous les athlètes. Regardons le carré. Le carré c'est le niveau mondial. La vitesse diminue. Regardons le losange. C'est la vitesse nationale, enfin c'est pour les nationales, ça diminue. Pour les ronds, donc le niveau régional, ça diminue. De quoi? Qu'est-ce qu'on remarque du coup? La vitesse diminue. Si la vitesse diminue, je ne suis pas uniforme, c'est pas tout le temps la même. Je ne suis pas accéléré, elle n'augmente pas. Je suis donc ralenti. J'ai donc un mouvement rectiligne ralenti. Voilà pour la question 4. Et vous voyez, tout ce que je viens de vous dire à l'oral, il faut aussi l'expliquer un petit peu. N'oubliez pas, il y a une justification. La vitesse diminue. N'hésitez pas, vous prenez des valeurs. La vitesse diminue pour le niveau mondial de 7,5 mètres par seconde à 6,9 mètres par seconde. Voilà. Même principe pour les autres. Vous ne justifiez que pour un, c'est bien. Je sais que c'est rectiligne parce que la piste fait 100 plus 100 plus 100 plus 100 mètres. Donc les 100 derniers mètres avant l'arrivée, puisque ça c'est juste avant le virage, et ça veut dire que les 100 mètres avant c'était aussi pareil, juste après ce virage-là. Donc les 100 mètres sont bien sur une ligne droite. 4 points, ça fait donc 8, ça fait 12, ça fait 13 points déjà. Une fois qu'on a ça, c'est quasiment terminé. Les performances des concurrentes de la finale de 400 mètres sont renseignées dans le tableau suivant. Vous avez les différents temps de course, voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Identifiez les deux athlètes qui ont les temps de course les plus proches. Calculez l'écart de temps entre ces deux athlètes. Pas super intéressant comme question, mais pourquoi pas. Donc vous regardez qui a le plus proche. Alors je vois 48-36 et 49-20, donc ça c'est très loin. 49-20 et 49-46, il y a 0,20 secondes d'écart. 46 et 61, il y a moins de 0,20 secondes d'écart. Là je vois 87 et 97, ça c'est pas mal ça. La 49-87 et la 49-97. Entre Candice McLeod et Jody Williams. Donc 49-87 secondes. Candice, du coup, c'est 49,87 secondes. Son temps à elle, temps de Candice. N'hésitez pas à me mettre des noms sur des petits indices. Le temps de Candice, c'est 49,87. Le temps de Jody, c'est 49,97. C'est les temps les plus proches que je vois là comme ça de visu. 46,56, non c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, vous trompez pas évidemment, on passe un petit peu de temps dessus. On calcule le delta T. Le delta T, c'est la différence des deux, c'est-à-dire le temps de Jody moins le temps de Candice. Et vous trouvez quoi? Bien sûr, vous faites sur la calculatrice si vous voulez, mais si vous avez peur. Mais bon, 49,87 pour la 97, ça fait donc 0,10 secondes. Vous voyez, ça se joue sur une épingle à cheveux, vraiment rien du tout. Le starter est positionné à environ 5 mètres du coureur 1 et à environ 45 mètres du coureur 8. La valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air est égale à 340 mètres par seconde. Alors là, c'est la question à 11 points. Donc c'est souvent la question qui fait un petit peu mal si on ne la comprend pas. Alors, n'oubliez pas, faites des schémas, vraiment faites des schémas. Mon premier, il part ici. Le starter, c'est le pistolet, là. Bon, je le fais mal, mais voilà. Le pan, à 5 mètres. Le 8e qui est ici, il y a, entre le pan là, il y a 45 mètres. Voilà. On me rappelle la vitesse du son. Bon, on a bien compris, en fait. C'est quand est-ce que va entendre ce coureur-là, le pan, par rapport à celui-là. Ça a de l'importance. Vous allez voir pourquoi, puisque vous avez vu à quoi ça joue. Ça joue à 0,10 secondes entre Candice et Jody. Donc, si il se passe bien 0,10 secondes de différence entre lui entend le son, enfin elle entend le son et elle entend le son, en fait, si c'est elle qui a gagné, c'est la défaite pour elle. En exploitant le résultat de la question 5, expliquez pourquoi il est nécessaire de placer des haut-parleurs derrière chaque coureur. Oui, parce que c'est ce qu'on nous a dit au début. On nous avait dit qu'on mettait des haut-parleurs, des pans là en fait, derrière chaque coureur à chaque fois, pour que chacun, en fait, vous voyez, ait la même distance par rapport à haut-parleur, pour que chacun puisse partir et entendre au même moment. Qu'est-ce que je sais sur le son? Le son se déplace à 340 mètres par seconde. Ça, c'est sa vitesse, 340 mètres par seconde. Ça veut dire que chaque seconde qui passe, il va faire 340. Donc, regardons le temps qu'il a fallu au son pour partir d'ici et faire les 5 premiers mètres jusqu'à la première coureuse. Eh bien, delta T pour la première coureuse. Alors, delta T, c'est quoi? Alors, c'est pas grave. Je sais pas. Je panique un petit peu. Je me remets un petit peu dans ce que je sais. Je sais que V égale D sur T. On l'a montré tout à l'heure. J'écris dans ma pyramide la formule. V à gauche parce qu'il est à gauche, D en haut parce qu'il est en haut, T en bas parce qu'il est en bas. Je veux T, je cache T. Qu'est-ce qui reste? D sur V. Ok, super. Delta T égale la distance 1 sur la vitesse du son.
La distance 1, c'est 5 mètres, que je divise par la vitesse du son, 340 mètres par seconde. 5 divisé par 340, ça fait 1,47 fois 10 puissance moins 2 secondes. Si vous avez peur des puissances de 10, pas de problème, 0,0147 secondes. Ok. Ensuite, je calcule maintenant delta T2, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu au son pour partir d'ici et arriver jusqu'à ma dernière coureuse, 45 mètres. Donc c'est D2 divisé par la vitesse du son, c'est-à-dire 45 mètres. Alors attends, c'est 45 ou 50 du coup? Et à environ 45 mètres, le starter est... Non, c'est bon, c'est bon. J'avais peur en fait qu'il vous donne la distance entre le coureur 1 et le 8e coureur. Maintenant, c'est bien entre le starter et le 8e coureur. Donc 45 mètres divisé par 340, évidemment ce temps-là sera plus important. Ça fait 1,32 fois 10 puissance moins 1 seconde. Allez, on l'écrit autrement. 0,132 secondes. Ok, donc... il a fallu 1,47 fois 10 moins 2 secondes pour faire 5 mètres. Il a fallu 0,13 secondes pour faire 45 mètres. Vous voyez la différence? Non, d'ailleurs, peut-être que vous ne la voyez pas, cette différence. Pas de souci. Calculons cette différence. Calculons delta T total, la différence de temps entre le temps au bout duquel a reçu le son, au bout duquel la coureuse 2 a reçu le son, moins le temps au bout duquel la coureuse 1 a reçu le son, c'est-à-dire 0,132 moins 0,0147. Ok, vous faites ça évidemment pas de tête si vous avez peur de votre coup. 0,132 moins 0,0147, ça fait une différence de 0,18. Non, je dis une bêtise, pardon, excusez-moi. 0,12, autant pour moi. Et ben voilà, le temps qui s'est écoulé pour que le son parte d'ici, fasse 5 mètres ou 45 mètres, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre le moment où la coureuse 1 a entendu pan et la coureuse 8 a entendu pan, c'est 0,12 secondes. Ça veut dire qu'elle va partir 0,12 secondes plus tôt que celle. Qu'est-ce qu'on a vu sur l'écart de temps entre les deux coureuses les plus proches? 0,10 secondes. Ça veut dire que elle va partir 0,12 secondes plus tôt. Donc potentiellement, si c'était elle qui avait gagné, et ben en fait, elle va perdre. Parce que comme le son a mis un petit peu de temps à voyager, eh bien, elle va entendre le signal plus tard, donc elle va partir un petit peu plus tard. Et les 0,10 secondes avec lesquelles elle avait gagné sont les 0... Du coup, à la fin, elle va arriver avec 0,02 secondes de retard. Donc, au lieu de gagner avec 0,10 secondes, elle va perdre avec 0,02 secondes. Donc, pourquoi ça a une importance de bien mettre à chaque fois un starter, enfin une enceinte derrière chaque coureuse? Pour cette raison-là, je pense que vous avez... Et ben voilà, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais vous voyez la correction. Bon, j'ai parlé, j'ai expliqué, etc. Bon, on doit être dans les clous à peu près de ce qu'il vous faut comme temps pour faire ça. Bon, évidemment, je sais faire, hein, c'est toujours pareil. Mais j'ai eu le temps de vous expliquer. Ce temps d'explication, pour vous, ce sera un temps de réflexion. Pas de panique. Vous voyez, ça utilise des vitesses, etc. Peut-être parfois, ça utilise des choses que vous n'avez pas trop vues cette année. C'est pas grave. Ça utilise forcément des concepts que vous avez travaillés dans l'année. C'est obligatoire. D'accord? Vous l'avez forcément... Alors, attention, dans l'année ou dans votre collège. Oui, c'est pas forcément que la troisième, ça peut aussi être remonté quatrième, cinquième. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, je vous dis à une prochaine pour un nouveau corrigé de brevet. Cette fois-ci sur les années 2022 et avant. Et puis voilà, on va essayer de traiter un petit peu plusieurs sujets comme ça. Merci pour votre attention.